Eh bien, j'ai un message pour le président Trump, et c'est que la loi du talion n'est pas une façon de mener une guerre, encore moins d'en gagner une. Marc, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé la nuit dernière? Tout d'abord, l'Iran a abattu un hélicoptère Apache au-dessus du détroit d'Ormuz. Plus tard, le président Trump a dit qu'il fallait riposter et il l'a fait. J'ai pensé, Dieu merci. Et puis, d'accord, c'était un F-1000 qui a été annoncé. Ça suffit. Nous avons donné une réponse proportionnée. Ça suffit. Deux points que je voudrais aborder. Tout d'abord, comme nous en avons discuté avant l'émission, avant notre épisode d'aujourd'hui, le grand leitmotiv de Trump a toujours été « Si vous tuez des Américains, nous ne le tolérerons pas ». Et dans ce cas précis, les deux personnes à bord de l'appareil étaient toutes les deux en vie. Elles ont été, vous savez, sauvées. Aucune vie américaine n'a été perdue, ce qui a peut-être influencé la perception du président de l'incident. Mais deuxièmement, quand vous dites, sans vouloir être offensant, mais de façon simpliste, qu'on ne peut pas gagner une guerre en répondant coup pour coup, je dirais que ce n'est que partiellement vrai. Pourquoi? Si vous mettez autant de pression sur l'Iran et bloquez leur ville, non? Et vous bloquez leur port et leur économie perd, selon ce qu'a dit le président, quelques centaines de millions de dollars par jour, n'est-ce pas? Et leur économie est en chute libre et il y a toute cette pression sur le régime, n'est-ce pas? Et que vous menez une guerre d'usure tout le temps, œil pour œil, et vous les frappez ici et là, n'est-ce pas? En fait, vous êtes en train de les étouffer. Et peut-être que c'est une stratégie qui peut vraiment aboutir à ce dont vous parlez depuis si longtemps, à savoir un changement de régime, parce que les gens en Iran diront « Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien. Puisqu'il n'y a plus de bombardement à Téhéran, nous pouvons sortir. » Peut-être que c'est la meilleure façon. Cela prendra plus de temps, mais c'est peut-être la meilleure manière d'obtenir un changement de régime. Vraiment? Non. Le peuple iranien sait ce qu'il voit. Ils ont dit, oui, enfin, un président à Washington qui va faire quelque chose contre ce régime maléfique. Et il a dit, l'aide arrive. Et bien sûr, il lui a fallu des semaines après cela pour finalement lancer Epic Fury maintenant. Et maintenant, ce qu'il voit, c'est qu'il fait marche arrière. Et comment fait-il marche arrière? Il dit, nous voulons un accord, nous voulons un accord. S'il fait marche arrière sur ses propres paroles. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent, vous savez qu'il est en colère contre le Premier ministre Netanyahou et qu'il lui dit « n'attaque pas Beyrouth, ne fais pas ceci, ne fais pas cela », ou bien « oui, tu peux riposter, mais seulement un petit peu ». Il se dit cela à lui-même aussi parce qu'il est devenu obsédé par l'idée de conclure un accord avec la République islamique qui est impossible. Et c'est lui, si quelqu'un doit faire des compromis, c'est l'Amérique, et le peuple iranien le voit et il est très déçu. Les États du Golfe aussi. C'est très inquiétant. Et à moins que tout cela ne soit une tactique pour tromper le régime et qu'en réalité, lui et Israël, vous savez, les États-Unis et Israël préparent un grand baroud d'honneur pour renverser non seulement le régime, mais aussi détruire toutes ses capacités et pour retirer l'uranium enrichi de là-bas. Plutôt que de signer un papier stupide qui n'a aucune valeur, alors là, c'est autre chose. Et si cela arrive, je mangerai mon chapeau, d'accord? Donc je dirais en défense du président Trump ce qui suit. Vous ne laissez pas les ennemis dicter votre politique. Vous avez votre propre politique. Et il y a cette histoire célèbre. Et je sais que, vous savez, Castro, ce ne sont pas les dirigeants iraniens. Et je sais que l'extrémisme islamique n'est pas la même chose que le communisme. Mais il y a cette histoire célèbre au milieu de la crise des missiles de Cuba où un pilote américain est abattu par un missile anti-aérien cubain et Kennedy dit « D'accord, on va essentiellement fermer les yeux parce qu'on a des choses plus importantes à régler. » Et c'est la triste vérité. Et si Kennedy avait réagi, peut-être que cela aurait mené à une escalade et à une guerre nucléaire entre les superpuissances. Qui sait? Tout ce que je dis, c'est que je pense que Trump a raison de dire que si la politique de Trump en ce moment est maintenir la pression, les user, les frapper de temps en temps, surtout quand ils font de mauvaises choses. Oui, mais maintenir la pression économique et l'isolement de leur pays, de leur port, et ainsi de suite. Devrait-il vraiment laisser les Iraniens décider quand nous escaladons ou non? Bien sûr que non, c'est mon point de vue. Je n'aime pas parler de guerre d'usure, car c'est en général ce que l'ennemi vous impose. Il continue de vous tester, de vous frapper et dit « Voyons ce que vous ferez ».
ce ne devait pas être une guerre d'usure et ce ne l'était pas au départ. Oui, c'est fantastique. L'embargo contre l'Iran, c'est une décision brillante et je me fiche que vous fassiez cela avec des missiles américains, des bombardiers B-2 ou que vous les étrangliez uniquement économiquement. Ce n'est pas que j'ai particulièrement besoin de la guerre elle-même, mais ce que nous voyons, c'est que la pression économique n'est pas suffisante. Et pourquoi n'est-elle pas suffisante? Et cela remonte effectivement à la mentalité islamiste. Nous tuerons tous les nôtres. Ils peuvent tous mourir de faim, ça nous est égal. Nous devons, vous savez, attendre le 12e imam et nous sommes, vous savez, Allah pourvoira ou peu importe. Et nous allons prendre le contrôle du Moyen-Orient et du monde. C'est une mentalité que les Américains ne peuvent pas comprendre, d'accord. Mais ce que je dis, c'est que toute pression sur la République islamique est bonne. Mon propos, c'est on va les laisser s'en tirer avec ça et attendre, il faut qu'un Américain meure. Il a dit, si un Américain est tué, ce sera, excusez-moi. Dans n'importe quel système, là, même juridique, si je te tire une balle dans la tête et que tu survis, que tu tombes dans le coma et que tu survis, c'était ça, ce n'est pas... La punition devrait être la même que si je t'avais tué. Et c'est aussi le cas en temps de guerre. Et laisse-moi te dire quelque chose. Et Israël fait la même chose d'ailleurs au sujet du Liban. Nous avons dit, fini d'être gentil. D'accord, à partir de maintenant, tout projectile, vous savez, que ce soit un drone, un missile, peu importe, qui vient du Hezbollah vers le territoire israélien. Nous allons frapper Beyrouth très fort, d'accord. Il y a eu des tirs de missiles et de drones, mais nous les avons interceptés avant qu'ils atteignent le territoire israélien. Donc ça ne compte pas. C'est révoltant. Je suis désolé. Ce n'est pas la façon de faire, parce que ton ennemi voit ça. L'ennemi le voit et il le sait. Et même s'ils sont tous affaiblis, tu sais, c'est terrible. Les États-Unis et Israël ont accompli tellement de choses, tellement sur tous les fronts. Et puis, dire simplement, d'accord, arrêtons-nous là. Maintenant, nous comprenons que Netanyahou doit s'adapter à Washington autant que possible. Mais ici, je ne veux pas dire que Trump s'oppose à Netanyahou. C'est qu'il va à l'encontre de ses propres idées sur l'énergie nucléaire et sur le fait qu'il ne devrait pas avoir d'armes nucléaires. Et maintenant, à cause de cela, regardons simplement une question préoccupante. Avant que vous ne fassiez cela, je souhaite répondre directement à ce que vous avez dit, puis nous pourrons aborder ce dont vous voulez parler. Et je pense que vous avez fait une erreur factuelle parce que je pense que je n'ai pas étudié le droit. Je ne pense pas que vous l'ayez fait non plus, même si nous avons tous les deux des avocats dans nos familles, oui. Mais je dirais ce qui suit. La tentative de meurtre ne reçoit pas la même peine que le meurtre lui-même. Parfois, c'est le cas. Il y a une différence en droit entre la tentative de meurtre et le meurtre. Et je me souviens quand les partisans du dôme de fer disaient que cela ne résout pas tous les problèmes d'Israël. Cela sauve seulement quelques vies israéliennes. Et je me souviens du système dôme de fer, vous savez, qui intercepte les roquettes lorsque les terroristes du Hamas ou du Hezbollah tirent des roquettes sur nous, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre nous, je sais que vous le saviez, mais pour les téléspectateurs et les auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, il s'agit de la capacité d'Israël à intercepter les roquettes entrantes, n'est-ce pas? On ne peut pas gagner des guerres, mais on protège son peuple. Mais cela fait aussi autre chose. Cela donne au gouvernement la possibilité d'avoir plus de flèches dans son carquois. Comment appelez-vous cela? Carquois. Carquois. Merci beaucoup. En d'autres termes, s'il vous tire des roquettes dessus et que vous n'avez pas de défense antimissile, alors vous êtes obligé d'envoyer vos forces terrestres. Dès que j'ai le dôme de fer, je peux réfléchir à la meilleure façon de gérer la menace, selon quelles conditions et quel est le meilleur moment pour frapper. Cela me donne plus de flexibilité dans ma réponse. Je pense que c'est pareil ici, non? Vous dites, s'ils tirent une roquette sans tuer, c'est une tentative de meurtre, pas un meurtre. Il y a donc une différence. Et s'ils tirent un missile et qu'ils essaient de vous tuer et que vous abattez le missile, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des gens bien, mais ça veut dire que vous avez la capacité de décider d'une réponse qui vous convient, au moment qui vous convient. Et rappelons-nous, quand cette opération a commencé, c'était quoi, le 58 février? Ah non, le 28 février, pardon. Ils ont pris tout le monde par surprise, y compris les Iraniens. Cependant, souvenez-vous que pendant des semaines avant le 28 février, nous en débattions sans cesse. Va-t-il le faire ou non? Quand il l'a fait, ce fut une grande surprise. Donc, l'idée que vous ayez la capacité d'agir quand cela vous convient, quand c'est bon pour vous, au pire moment pour votre ennemi, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Bien sûr.
Et si c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, comme je l'ai dit, je mangerai mon chapeau, je ravalerai mes paroles, je m'excuserai. D'accord. Je crains que ce ne soit pas ce qui se passe à cause de cette fichue obsession pour un accord. Maintenant, écoutons un instant J.D. Vance parler à Jesse Waters sur Fox News. Israéliens et États-Unis partagent de nombreux intérêts, mais parfois leurs intérêts divergent. Et je pense que là où le président a été très clair, c'est que même si Israël a évidemment ses propres objectifs, l'objectif principal des États-Unis en Iran est de s'assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Et en fait, grâce à ce qui s'est passé ces derniers mois, mais vraiment au cours de la dernière année et demie, nous avons créé l'espace nécessaire où le président pense, et je crois qu'il a raison, que nous pouvons parvenir à un règlement à long terme sur le dossier nucléaire iranien. Maintenant, Israël pourrait apprécier cela. Il pourrait ne pas apprécier, mais nous pensons que c'est dans l'intérêt des États-Unis. D'accord, alors laissez-moi juste dire avant de vous passer la parole, comment ose-t-il dire cela? Bien sûr, nous n'avons pas des intérêts identiques, mais il est dans l'intérêt suprême d'Israël que l'Iran ne possède aucune arme nucléaire. Parce que devinez quel pays serait détruit en premier par les armes nucléaires de l'Iran? La mort à Israël et la mort à l'Amérique, nous serions la première cible de leurs armes nucléaires. D'accord? Alors comment ose-t-il dire, eh bien, Israël n'aimera peut-être pas ça. Ça peut lui plaire ou non, mais notre intérêt est d'empêcher qu'ils aient des armes nucléaires. Donc, tout d'abord, oui, d'accord. Ensuite, on pense qu'on peut obtenir un bon accord à long terme, c'est des balivernes. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J.D. Vance fait partie de cette branche de l'administration qui n'est pas du côté d'Israël. Ce sont les isolationnistes. Et vous savez, je dois dire que même son ton envers Israël est vraiment inacceptable. Que voulez-vous dire par ça pourrait plaire à Israël ou pas? Nous ne voudrions pas qu'ils aient une arme nucléaire. Et nous pensons que tout accord signé avec ces mots-là et gardien de la révolution répugnant et maléfique ne peut pas être bon. Je vais répondre. Je sais que si vous évoquez des divisions dans l'administration, et donc il y a les plus internationalistes et les personnes qui veulent s'impliquer, et ceux qui sont plus dans la tradition isolationniste, ils veulent garder l'Amérique hors des guerres étrangères, ce qui est une priorité. Et, vous savez, Rubio représente peut-être un côté et Vance l'autre côté. Et le président, vous savez, a montré jusqu'à présent qu'il est plutôt du côté de Rubio. Je crois que de nombreux Israéliens, peut-être Ruti Bloom aussi, pensent qu'il pourrait également évoluer dans l'autre sens. Et c'est pourquoi je pense que beaucoup d'Israéliens étaient, vous savez, quand Vance a parlé, ils ont dit « c'est cette voix qui s'exprime ». Mais je veux examiner le fond de ce qu'il a dit. Je pense que les dirigeants israéliens ont aussi employé un langage similaire. Quand vous dites que nous sommes de grands amis, alliés et que nous nous battons ensemble, mais que nos intérêts ne sont pas exactement les mêmes, car nous sommes des pays différents. Le président Trump défend les intérêts américains, le premier ministre Netanyahou ceux d'Israël. C'est une vérité. Maintenant, peut-être qu'il aurait pu le dire de façon plus agréable, mais cela reste une vérité que nous devons accepter. Deuxièmement, il a dit que la chose la plus importante, c'est la question nucléaire. D'accord. Et la vérité, c'est, et il a dit qu'Israël est Israël, on peut aimer ou pas, mais c'est la chose la plus importante, mais la vérité, c'est qu'Israël aime ça. Israël veut donner la priorité à la question nucléaire, même si nous aimerions aussi régler la question des missiles balistiques iraniens. C'est vrai que nous aimerions résoudre le problème des groupes affiliés comme le Hamas et le Hezbollah, armés, financés et soutenus par l'Iran. Oui. Nous voulons régler tout ça. Hamas, Houthis, Hezbollah, qu'ils partent tous, non? Nous aimerions aussi voir un changement de régime, vous savez. Nous voudrions tout cela. Mais je pense qu'Israël est fondamentalement d'accord avec la position exprimée par Vance, à savoir que nous devrions donner la priorité à la question nucléaire. Et la chose la plus importante, c'est d'obtenir un bon résultat, pas un accord façon Obama, mais un véritable accord qui retire réellement les armes nucléaires de ce régime. Je sais que tu souris, pensant que c'est impossible, mais laisse-moi avancer un argument. Je pense qu'on ne peut jamais être sûr de quoi que ce soit à 100%, mais je pense qu'il y a de très bonnes chances que Trump tienne bon et qu'il ne conclue un accord que si c'est à ces conditions. Et pourquoi est-ce que je dis ça? 3 raisons. Trump ne veut pas être perçu comme un faible, n'est-ce pas? Trump ne veut pas être vu comme quelqu'un de mou, et peut-être plus important encore, Trump ne veut pas être vu comme un Obama. Si ce sont ces 3 considérations, n'est-ce pas? Comment peut-il accepter un si mauvais accord nucléaire? D'accord, alors tout d'abord, je l'ai dit, j'ai dit bien sûr que la première priorité d'Israël, ce sont les armes nucléaires.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il a du culot de le dire comme ça. C'est bien notre priorité. Deuxièmement, oui, nous avons nos propres intérêts. Mais encore une fois, nous jouons les seconds rôles ici parce que l'Amérique est la plus grande superpuissance et nous le reconnaissons. Et c'est vrai. Troisièmement, permettez-moi de dire ceci, il n'y a pas de bon accord. Aucune. Il n'y a pas de bon accord, seulement la victoire. Si nous voulons ces armes nucléaires, écoutez, Trump a toujours dit ses objectifs sans jamais évoquer un changement de régime. Cela concernait le peuple iranien. Quand il a dit que l'aide arrivait, il voulait dire qu'il allait la faciliter. Comment? En vainquant le régime, pas en changeant le régime. Ils devraient le faire eux-mêmes. Mais comment vaincre le régime? Vous lui retirez ses armes nucléaires, vous lui retirez ses missiles, vous lui retirez ses groupes armés, vous lui retirez tout ce qui vous concerne. Et d'ailleurs, vous ne le laissez pas prendre le détroit d'Ormuz en otage. D'accord. Maintenant, quand vous êtes en route vers la victoire et que Trump a répété encore et encore qu'en 2 semaines, on peut les éliminer, alors faites-le. Ne nous parlez pas de ça, c'est vrai. Vos bombardiers B-2 sont fantastiques. Alors maintenant, pourquoi vous arrêtez-vous et dites-vous « Non, désolé, nous n'allons pas parler à ces gens-là. Nous allons négocier avec eux. » Il va envoyer ses 2 gendres. Peu importe. Je veux dire, Jared Kushner, je parle aussi de Tom Barak en ce qui concerne la Syrie, etc. et la Turquie, d'accord. Mais vous envoyez et Witkoff et J.D. Vance. Ils disent « Parlons-en, à tout moment maintenant. Nous allons signer un accord d'1 minute à l'autre. » Donc tout d'abord, c'est des balivernes. Deuxièmement, quand vous dites cela, tout ce que vous dites au régime iranien, c'est « D'accord, continuez votre intransigeance. » Ils ne vont rien faire et continuent de tirer des missiles sur le Golfe parce qu'ils ne vont rien faire. Et laissez-moi vous dire une chose, arrêtez de dire que s'ils ne signent pas un mauvais accord, il n'y a pas d'accord que vous puissiez signer avec eux. Ils doivent se rendre. Et c'est Donald Trump lui-même qui a parlé de reddition totale. Il l'a dit tout le temps. Et maintenant, je sais que les prix de l'essence ont augmenté, etc. Nous comprenons tout cela. Et oui, les célébrations du 4 juillet, nous comprenons tout cela. Mais il est revenu sur ses propres objectifs pour la guerre. Et ce n'est pas une question de savoir si Israël aime ça ou non. Et laissez-moi juste dire une chose de plus aux personnes qui m'attaquent aussi sur les réseaux sociaux. Je parle de la branche Tucker Carlson du Parti républicain puisque je suis républicaine. Je veux dire, je suis à la fois américaine et israélienne. Et ils me disent, nous, on est America First. Nous ne voulons pas que nos soldats meurent pour vous. Non, nous ne voulons pas. D'abord, personne ne demande aux soldats américains de mourir pour Israël. America First signifie que vous devez être la plus grande superpuissance du monde et faire en sorte que vos ennemis le sachent. Et pour Israël, ce sont les Israéliens qui sont prêts à mourir dans ces combats. Personne n'envoie personne. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire une dernière chose. Nous avons une expression que nous utilisons. Beaucoup l'utilisent sans vraiment réaliser leurs propos. Nous ne voulons pas envoyer nos troupes mourir pour quelque chose. Non, nous envoyons des troupes pour tuer, pas pour mourir. C'est à ça que servent les troupes, à tuer, pas à mourir. Et les Israéliens, et encore, même en tant que mère de soldats et tout, j'ai parfaitement le droit de le dire. Il ne s'agit pas d'envoyer mon fils mourir. Non, l'idée, c'est de vaincre les ennemis maléfiques. Et c'est dans l'intérêt de l'Amérique. Et America First signifie faire cela. Et si vous laissez ces petits mots-là vous marcher dessus, alors en quoi est-ce America First? Je veux maintenant répondre au ton de J.D. Vance, qui est, comme vous l'avez dit, et je l'ai dit correctement, je pense auparavant, un peu offensant, non? Quand il dit que la priorité est le nucléaire et que les Israéliens doivent s'y faire ou partir, ou même sauter dans le lac, n'est-ce pas? En réalité, Trump a déjà adopté ce ton avec Netanyahou, affirmant que Bibi devra suivre ses instructions ou il lui dira quoi faire et qu'il devra accepter, non? Pour les Israéliens, ce n'est pas agréable d'entendre les Américains leur parler de haut, n'est-ce pas? Et j'essaie de comprendre pourquoi ils font ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils le font? Est-ce que Trump le fait parce que c'est sa personnalité? Peut-être. Il parle peut-être comme ça à tout le monde. Je ne devrais pas le prendre personnellement. Est-ce que Vance agit ainsi parce qu'il n'est pas pour l'alliance israélo-américaine? C'est possible, oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être. Mais je pense que c'est quelque chose que tu as dit avant. Je pense qu'ils utilisent ce langage dur. C'est nous qui décidons. C'est nous qui prenons les décisions. À cause de ce groupe vocal dans la base MAGA qui dit que Netanyahou a entraîné l'Amérique dans cette guerre pour Israël et que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique, n'est-ce pas?
Et donc, je pense qu'en disant « c'est nous qui sommes aux commandes, c'est nous les patrons, Israël doit s'y faire ou accepter », c'est une façon défensive pour eux de dire qu'Israël ne décide pas. C'est nous. Soyons clairs, Israël et les États-Unis sont alliés, partenaires. Mais comme vous l'avez dit avec d'autres mots, ce sont eux le partenaire principal, n'est-ce pas? Nous sommes la puissance régionale. Nous sommes la puissance régionale, mais eux sont la superpuissance, ce qui leur donne un statut particulier. Et bien sûr, Israël fera toujours de son mieux pour prendre en compte les intérêts des États-Unis. Ces intérêts, comme déjà mentionné, ne sont pas toujours en conflit. Concernant la question de l'accord, n'est-ce pas? Et ici, vous avez été très cohérent, et moi, en n'étant pas d'accord avec vous, j'ai aussi été très cohérent. Oui, Parce que je pense savoir exactement à qui nous avons affaire. Je n'ai aucune illusion sur la République islamique d'Iran. Je n'ai aucune illusion sur les gardiens de la révolution. Je n'ai aucune illusion sur les ayatollahs. Je sais qu'ils veulent la destruction d'Israël, n'est-ce pas? S'ils pouvaient appuyer sur un bouton magique et qu'Israël disparaissait dans un immense champignon atomique, ils seraient les personnes les plus heureuses de la planète. Je n'ai aucune illusion sur ce à quoi nous avons affaire. Mais dans le cadre de la réelle-politique, n'est-ce pas? Si vous pouvez y arriver grâce à votre puissance économique, grâce à cela, vous savez, le blocus, grâce à la puissance militaire, les frappes que nous menons, grâce aux faiblesses du régime, si vous pouvez obtenir un accord qui fait ce que Netanyahou a dit, il faut conclure l'accord. Ce qui signifie que tout l'uranium hautement enrichi est retiré, physiquement retiré d'Iran. La capacité d'enrichir davantage d'uranium est effectivement démantelée physiquement. Je pense que si vous pouvez obtenir ces deux éléments dans un accord nucléaire avec l'Iran, ces deux choses étaient totalement absentes de l'accord d'Obama. Oui. Si vous pouvez obtenir cela, à mon avis, c'est un bon accord. Maintenant, bien sûr, je veux un changement de régime. Bien sûr, je veux d'autres choses, mais il ne faut jamais laisser le parfait. Être l'ennemi du bien. Et un dernier point ici, d'accord? Sur la question d'un accord nucléaire avec l'Iran. Ruti Bloom, tu peux avoir ton opinion, mais il est clair que je pense que lorsque Trump répète sans cesse qu'il veut cet accord à ses conditions, tu as utilisé le mot « reddition » tout à l'heure, mais ils doivent accepter des positions auxquelles ils n'ont jamais consenti auparavant. Si Trump s'engage dans cette voie et qu'il ne fait pas de compromis sur ce qui est crucialement important, et ce sont les deux choses dont j'ai parlé auparavant, c'est quelque chose que moi, Mark Regev, soutiendrai. sauf pour une chose. Vous pouvez dire accord au lieu de reddition. S'ils se rendent, c'est ce que je dis. Nous devons faire en sorte que nous, d'accord, disons le président Trump, et il le pense vraiment, obtiennent tout le matériel nucléaire et empêchent l'Iran, y compris l'uranium enrichi, qui n'est enrichi qu'à 20%, ce qui peut facilement être porté au niveau nécessaire pour une bombe. Oui. Entrez et prenez-le. Que voulez-vous dire par un accord? Ils doivent accepter. Non, non, il faut les vaincre. Il faut leur dicter les conditions. Il faut y aller. Maintenant, les Américains qui ne veulent pas envoyer de troupes là-bas pour intervenir et se mettre en danger, je peux vous dire tout de suite, Israël serait prêt à envoyer des troupes pour le faire. Au nom de l'Amérique, au nom des deux pays, au nom du monde occidental et de la région, pas seulement au nom d'Israël. Et c'est pour ça que ça m'énerve vraiment à chaque fois que ces groypers commencent à m'accuser de vouloir tuer des soldats américains. D'accord? Non. Et je dis, quand tu dis « mais ce serait un bon accord », pourquoi fais-tu un accord avec des gens que tu es en train de vaincre? Ils devraient se rendre, lever un drapeau blanc. Et s'ils ne le font pas, tu dis tout d'abord, comme Trump l'a dit, nous sommes plus forts. Bien sûr, il est beaucoup plus fort. Nous pourrions anéantir l'Iran en 2 semaines. Ou la même chose qu'Israël disait à propos de Gaza. D'accord, nous pouvons. Alors fais-le. Je ne veux pas dire anéantir tout l'Iran. Je voulais dire que tu entres et tu imposes tes conditions. Et l'une des façons d'imposer, c'est de dire « Regarde, nous avons bombardé ces sites, n'est-ce pas ?» Il a dit « Regarde, ces magnifiques bombardiers B2, et nous l'avons fait. Nous avons tout réduit en décombres. D'accord, maintenant tu vas et tu déblayes tout ça. Si les Iraniens ne le font pas avec toi, si... Je déteste les appeler les Iraniens. Le peuple iranien est différent de son régime. D'accord. Si les islamistes là-bas ne t'aident pas à le faire, alors tu interviens et tu les obliges. Et tu le fais toi-même ou tu les obliges à le faire avec toi ou tu les tiens à l'écart pendant que tu le fais. Et si c'est trop dangereux, si le matériel est trop dangereux, je ne sais pas. Le président Trump a dit « Non, c'est sûr là-bas. » Qui sait? D'accord. Le point, c'est allez-y,
Prenez-le. N'attendez pas, non, dans 10 ans et maintenant, tout à coup, il recommence à parler en termes de délai comme Obama. Tu as raison, il ne veut pas être Obama. Mais soyons honnêtes, le président Trump a la capacité, comme on l'a vu, de dire une chose et aussi de se convaincre lui-même d'autre chose. On l'a vu de nombreuses fois avec lui. Et je dis ça en tant que partisane, pas en tant que détractrice, d'accord? Et parce que je suis partisane, justement, je pense qu'il est urgent de lui envoyer un message de la part de ses soutiens. Ses détracteurs ne l'aimeront jamais, quoi qu'il fasse. D'accord. Et c'est très perturbant. Et je pense que tu es trop diplomate quand tu dis qu'il faut faire un compromis avec des gens comme ça. Non, on ne fait pas de compromis avec Hitler. On ne fait pas de compromis. On ne fait pas de compromis avec l'étrangleur de Boston ni Jack l'Éventreur. On les vainc. Ce sont des criminels, d'accord? On les arrête et on les envoie en prison. Ce que je veux dire ici, c'est que tu dois agir, tu dois affirmer ton pouvoir. Et affirmer, J.D. Vance, tu sais, l'Amérique qui affirme son pouvoir sur Israël, c'est évident, ce n'est pas un problème. Affirme ton pouvoir sur la République islamique et ses supplétifs. Je soutiens pleinement l'affirmation du pouvoir ainsi que la pression militaire et économique, qu'on appelle levier. Mais le but de ce levier, c'est de résoudre la question nucléaire et d'obtenir une situation où l'Iran ne pourra jamais développer une arme nucléaire et d'obtenir un accord qui rende cela possible. C'est ce que je pense. Mais avant de quitter le sujet de l'Iran et de passer à autre chose, j'ai écouté très attentivement l'interview du président Trump dans l'émission Meet the Press de NBC dimanche. Et tout le monde a parlé du fait qu'il a quitté l'interview. Et c'était ça la nouvelle. En réalité, il y avait des informations dans l'interview, parce qu'il a abordé le sujet plus en profondeur que je ne l'avais entendu faire publiquement auparavant. À propos de ce qu'il appelle la poussière nucléaire, avec l'uranium hautement enrichi qui se trouve sous terre depuis que, vous savez, les bombardiers B-2 ont détruit l'installation. Et il l'a dit, n'est-ce pas? Il a dit vouloir un accord pour que nous venions retirer tout ce matériel. Et puis ils ont demandé, est-ce que l'armée pourrait le faire? Si aucun accord n'est trouvé, est-ce que l'armée peut intervenir et tout retirer? Et il n'a pas exclu cette possibilité. Mais il a dit à l'intervieweuse, il lui a dit, mais vous savez, nous avons tellement de caméras là-bas, nous avons de nombreux satellites qui surveillent en cet endroit. Si vous étiez là et que vous aviez une étiquette avec votre nom ici, nous pourrions le voir, n'est-ce pas? Et donc la situation actuelle, n'est-ce pas, où c'est détruit et sous terre, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas y accéder. S'ils essaient d'y accéder, nous le saurons à l'avance. Si l'Amérique peut le voir, Israël aussi, non? Et donc, encore une fois, en maintenant la pression sur l'Iran, pression économique, pression militaire, ils ne peuvent pas toucher à leur uranium enrichi aujourd'hui parce que nous gardons un œil dessus. Je dirais oui que l'Iran a un problème et que ce problème ne va faire que s'aggraver. Et rien ne justifie que nous agissions ainsi. Pour avoir l'impression qu'il faut forcer. Je pense que la dynamique joue en faveur d'Israël et des États-Unis. Vu la situation, il faut patienter et nous gagnerons. Je pense que Trump comprend cela, sauf si, vous savez, tous vos cauchemars se réalisent et que Trump conclut un accord à la Obama avec les deux parties. Ce n'est pas impossible, mais la probabilité me paraît très faible. Je pense que, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, il tiendra bon. Il attendra. Il attendra peut-être après novembre. C'est long, mais ce ne sont que quelques mois pour régler ce problème. Quoi qu'il fasse, s'il tient bon, qu'il maintient la pression, qu'il ne cède pas vraiment, et il a dit quelque chose que j'ai aimé, n'est-ce pas? Les Iraniens souhaitaient un déblocage financier, car ils possèdent des avoirs bloqués dans plusieurs pays, y compris le Golfe. Ils ont dit que dans le cadre de cet accord, ce qui est... Juste le mémorandum du mémorandum. Qui n'est même pas encore devant un « le », et il a dit « non, non, vous n'obtenez rien seulement quand vous livrez. Vous voulez un allègement des sanctions seulement quand vous livrez. Sortez l'uranium d'Iran et alors vous obtiendrez quelque chose. Vous n'obtenez rien à l'avance. » C'est ça. L'art de la négociation. Vous ne leur donnez rien à l'avance, parce qu'à la minute où vous leur donnez quelque chose à l'avance, vous n'obtiendrez plus rien. Vous devez maintenir la pression, comme je l'ai dit, la pression économique, la pression militaire, jusqu'à ce que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Eh bien, je suis d'accord avec ça. Et espérons simplement qu'à la fin, une combinaison d'Israël et de l'Amérique interviendra et éliminera cette poussière nucléaire, la fera disparaître. Nous avons des caméras là-bas, nous savons où elles se trouvent, nous savons ce qui se passe. Faisons-le simplement, d'accord?
Eh bien, en fait, le président Trump a dit que seule l'Amérique et peut-être la Chine ont la capacité technique de creuser sous ces décombres. Vous savez qu'est-ce que j'en sais? Mais je dis qu'il faut juste le faire maintenant. Je veux dire, tu dis qu'on a le temps d'attendre. Je n'en suis pas si sûre, mais tu sais, on verra d'ici la semaine prochaine. Et maintenant, juste pour finir sur une note politique, en Israël, la politique intérieure israélienne. Nous regardons aussi l'Amérique traverser toutes ces primaires, ces élections primaires. Eh bien, en Israël aussi, nous n'avons pas encore atteint cette étape des primaires, mais nous sommes en train de déterminer à quelle date aura lieu notre véritable élection. Et il n'y a pas encore de date. Mais comme nous continuons d'attendre à cause du processus constitutionnel et légal en Israël, le début du mois de septembre est déjà exclu. Et si nous n'avons pas de décision très bientôt, la mi-septembre sera également exclue. Fin septembre est difficile en raison des fêtes juives. Ma prévision paraît donc de plus en plus probable. La semaine prochaine, nous verrons si j'ai raison. Nous envisageons une élection en octobre. D'accord. Alors, Marc, écoute, ça a été agréable de débattre avec toi. Toujours. Et comme toujours, j'espère que la semaine prochaine, il y aura davantage de progrès. On verra bien, parce qu'en ce moment, je suis très pessimiste. Et toi, tu es optimiste. Donc, on verra. C'est peut-être lié à nos personnalités. À la semaine prochaine, Ruti.